Je vous propose qu'on redécouvre ce qui a été dit et par Vladimir Poutine en marge d'une cérémonie d'hommage à la Marine nationale. C'était à Saint-Pétersbourg. On écoute le président Poutine. L'annonce par l'administration américaine et le gouvernement allemand de projets visant à déployer des systèmes américains de missiles de précision à longue portée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à partir de 2026 mérite d'être soulignée. Si les États-Unis mettent en œuvre ces plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral précédemment adopté sur le déploiement de capacités de frappe à moyenne et courte portée, y compris le renforcement des capacités des forces côtières de notre marine. Aujourd'hui, nous en sommes aux dernières étapes du développement d'un tel système. Il fait référence, Vladimir Poutine, à un certain traité dont on va parler, mais vous allez voir qu'en fait, ces déclarations elles ne restent jamais très longtemps sans effet, puisque du côté de l'Allemagne, Sebastian Fischer, porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, on a réagi. Pour être clair, on ne se laissera pas intimider par de telles déclarations, donc qui consisteraient, Aurélien, à redéployer des armements de moyenne portée en masse pour répondre à la menace que feraient peser les Américains, les déployant à leur tour, ou plutôt en 2026. Il fait référence à un traité particulier. De quoi s'agit-il, Aurélien ? Alors, ce traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui concernait la Russie, enfin l'URSS à l'époque évidemment, et les États-Unis, portait sur un type d'arme précis. On parle d'armes, alors déjà d'armes nucléaires terrestres, et qui ont une portée entre 500 et 5500 km. Tout le débat qu'il y avait eu, notamment en 1983, la crise des euromissiles, celle où Mitterrand avait dit que les pacifistes étaient à l'ouest et les missiles à l'est, portaient sur ce type d'armes. Ce traité est mort de sa bonne mort en 2019. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les Américains, et c'était confirmé par les Français et les Britanniques, accusaient les Russes d'avoir contourné la lettre de ce traité FNI avec des systèmes islanders qu'ils étaient en train de développer et qui apparemment rentraient un peu dans la gamme des armes interdites par FNI. Et d'autre côté, les Russes ont dit que de toute façon, les Américains avaient eux-mêmes tué ce traité. Donc ce traité est mort pour de bon sous l'administration Trump. Il y a quelques semaines déjà, Vladimir Poutine avait dit que la Russie remettrait en production des armes du type de celles qui étaient proscrites par ce traité. Là où ça reste quand même peu crédible, c'est tout simplement que quand vous regardez la GPV, c'est-à-dire la loi de l'équivalent russe des lois de programmation militaire, la part du nucléaire augmente peu, alors qu'ils ont quand même à financer, et j'en termine là, toute une gamme d'armes qui vont des fameuses torpilles Poséidon, par exemple, au renouvellement d'armes un peu plus classiques, notamment leurs lanceurs intercontinentaux, il y en a à peu près, je crois, 2000 sur tout l'arsenal. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est quand même peu probable que la Russie aille jusqu'à reproduire ce type d'armes. Pour bien comprendre, Ulrich Bouna, quel est le projet américain en l'occurrence ? Qu'est-ce que craint Vladimir Poutine ? En fait, finalement, Vladimir Poutine, dans ce discours, inverse un peu la causalité et la responsabilité. C'est-à-dire que, donc, en gros, ce que Vladimir Poutine dit et ce qu'il porte comme accusation vis-à-vis de l'Occident, c'est qu'effectivement, les Américains envisagent de déployer donc des missiles donc de portée intermédiaire en Allemagne, mais finalement, c'est ce déploiement que Vladimir Poutine présente comme une agression en fait vis-à-vis de la Russie et donc une menace stratégique contre la Russie. Finalement, n'est que la réponse grosso modo occidentale à un déploiement de missiles Iskander vers Kaliningrad, qui sont donc des missiles Iskander-K d'une portée d'environ 2000 km. Donc dans ce cadre-là, effectivement, si vous voulez, pour Vladimir Poutine, il y a mais comme il le fait souvent, une inversion rhétorique pour se positionner en victime et ne faire finalement que répondre à des menaces occidentales et finalement pour protéger une grande puissance qui est la Russie en s'appuyant sur le nucléaire. Mais pour le coup, effectivement, il faut bien comprendre que dans cette crise, comme exactement ce qui s'était passé dans les années 70, finalement les Occidentaux ne font que prendre des postures défensives par rapport à justement une Russie qui positionne des missiles de portée intermédiaire sur l'Europe et qui donc font poser un risque potentiellement militaire important sur les pays d'Europe centrale. Je vois, oui, les Russes qui veulent changer leur doctrine d'utilisation du nucléaire. Alors, vu les déclarations, je pense qu'eux-mêmes ne savent pas encore exactement les critères. Généralement, quand je vois un peu comment fonctionne le système russe, en général, vous avez des commissions interservices qui sont créées avec les différents ministères, les différents services. On essaye de se mettre d'accord, on essaye de négocier. Vous avez des accords, on regarde ce que fait l'étranger, ce qu'il faut s'en inspirer. Donc, je suis pas sûr qu'ils sachent encore eux-mêmes quoi faire. Par contre, ce qui m'a intrigué, c'est que Poutine, déjà le 20 juin dernier, en parlait. Et il avait indiqué quelque chose qui m'avait un peu surpris. Il parle de ce changement de posture du point de vue nucléaire
car il y aurait une baisse, disons, du seuil de tolérance côté occidental à l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est l'argument qu'il a évoqué, mais il ne donne pas d'exemple. Ça me surprend un peu. Mais en plus, c'est intéressant ce que vous soulevez, parce que en réalité, cette menace qu'il agit de déploiement donc de missiles, notamment en Allemagne, elle date d'un certain temps, en tout cas du sommet de l'OTAN qui s'est déroulé à Washington. Donc ça ne tombe pas, je dirais, de l'arbre. Il aurait pu sortir du bois un peu plus tôt sur les menaces nucléaires, Elsa Vidal. Alors pourquoi, c'est quoi son intérêt stratégique d'identifier encore une fois cette menace et de faire part de ses inquiétudes? Parce que là, en fait, le contexte dans lequel Vladimir Poutine prend la parole est un peu particulier. Il est à Saint-Pétersbourg, la capitale du Nord. C'est le jour de la marine nationale. Ouais. Et cette capitale du Nord, elle a un débouché sur la Baltique. Et cette Baltique, aujourd'hui, il est un peu d'usage de dire qu'il s'agit d'un lac otanien. Donc la flotte de la Baltique russe, elle est de facto prisonnière ou un peu otage de cet encerclement. Et pour faire oublier, je pense, cette situation stratégique défavorable et nouvelle, avec quand même de nouveaux voisins qui se sont tournés vers l'OTAN, on se retrouve avec Vladimir Poutine qui tient à rappeler qu'il y a un problème avec l'agressivité de l'OTAN et que la Russie est en capacité de parfaitement y répondre et peut-être même d'y répondre d'une manière qui devrait nous glacer les sangs. Donc ça sert effectivement à attirer l'attention sur un point favorable que nous avons quelque peu déconstruit, mais néanmoins, pour masquer finalement une partie du décor qui ne prête pas à se réjouir du point de vue militaire. Et puis, face à l'armée, il est quand même très important de vanter sa grandeur et sa puissance. Et encore une fois, qui regarde ce genre de célébration à la télévision en Russie? Eh bien, ce sont des gens nés à l'époque soviétique qui, on dit ça souvent, c'est un proverbe russe, qui regrettent l'Union soviétique parfois pour des raisons idéologiques, mais aussi parce que c'était l'époque où ils avaient des dents et faisaient l'amour plus souvent. Donc on regrette sa jeunesse autant qu'un régime. C'est toujours très varié, mais c'est une citation que je retire de ma vie en Russie, cette citation-là, je ne l'invente pas. Et c'est s'adresser à ce public qui peut regarder les célébrations militaires à la télévision parce qu'elles sont largement diffusées. Et que peut-on lui servir pour le satisfaire? Eh bien, cette grandeur, et surtout pas lui dire que la mer Baltique est désormais une mer quasi impraticable du point de vue militaire, même si un navire chinois est venu participer aux célébrations et lui, il est passé effectivement. Et c'est un message. Algériens aussi, je crois, non? Oui, absolument. Et face à ce public de nostalgiques donc, qui ébahit à regarder cette parade avec 12 navires. Le 14 juillet pour nous. 12 navires, je crois, alors que l'année dernière, il y en a eu près d'une quarantaine. C'est ça. Parce qu'en effet, il y a quelque chose de l'ordre du revers stratégique en mer Noire qui se déroule pour sa marine, ou qui est largement mise en difficulté par un pays qui est sans marine, qui est l'Ukraine. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quelque part, il réactive un narratif. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine à ce propos. Il parle d'une période de grande tension de l'histoire qu'il lui-même connu, mais à l'époque où son pays s'appelait l'Union soviétique. Dans le même temps, les États-Unis ont déjà pratiqué, lors d'exercices, le transfert de systèmes de missiles Typhon depuis leur territoire vers le Danemark et les Philippines. Cette situation rappelle les événements de la guerre froide, liés au déploiement des missiles américains de moyenne portée Pershing en Europe. Aurélien Duchesne, vous avez fait un léger bond sur votre gauche. Le mot employé, c'était guerre froide, donc il n'y avait pas trop de suspense. Les mots ont un sens, les réactiver, ça sert à quoi, de votre point de vue? Deux choses. Déjà, c'est le complexe victimaire qui est celui de la Russie. C'est-à-dire que si vous reprenez toutes les déclarations qui sont celles de Poutine, on avait beaucoup parlé de ce discours de 2007 à Munich, où c'est là qu'il se montre pour la première fois un peu plus offensif et à l'ère des Occidentaux. C'est à partir de ce moment-là que le complexe obsidional des Russes commence à se doubler d'un récit sur le retour de la guerre froide. L'idée qu'au fond, les Occidentaux, après l'effondrement de l'URSS, ont continué à considérer la Russie comme une ennemie, même si, comme disait De Gaulle, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Il y a l'idée que cette guerre froide est faite non pas contre un bloc soviétique, mais contre les Russes en tant que tel. Ça, c'est le nouveau narratif des Russes. Et deuxièmement aussi, de la part des Russes, il y a l'idée d'entretenir cette idée d'une confrontation dans la durée, parce qu'évidemment, une crainte, par exemple, des Occidentaux, c'est l'idée qu'on va revenir aux efforts de défense qui étaient ceux de la guerre froide. Je prends un exemple, celui de la France. On était à 3% du PIB, de la richesse nationale consacrée à la défense nationale à la fin de la guerre froide.
Aujourd'hui, on peine à revenir aux 2% du PIB. Donc il y a aussi peut-être ça de la part de la Russie, c'est l'idée d'entrer cette confrontation dans la durée, une confrontation à laquelle elle-même est beaucoup plus préparée, ne serait-ce que dans les structures de son économie et de son industrie de défense. Jéric Boulin, on dit souvent que cette menace nucléaire, elle est agitée quand en réalité sur le terrain, et on parlait à ce moment-là, on parlait de la mer Noire, où la marine russe pour le coup est en difficulté, mais on dit que cette menace, elle est précisément agitée quand sur le front, ou en tout cas en mer Noire, la Russie connaît des difficultés. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Qu'elle rencontre des difficultés en mer Nord ? Oui, alors non, mais c'est une évidence. Que cette menace est agitée justement parce que des difficultés sont connues. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Ça fait partie d'une rhétorique plus globale qui s'adresse effectivement, comme ça a été dit, essentiellement à une audience interne qui a besoin qu'on lui rappelle régulièrement que la Russie est une grande puissance, qu'elle a un gros missile atomique, qu'elle peut faire peur au monde entier et qu'elle parle d'égal à égal avec Washington. C'est ça en fait, grosso modo. Et effectivement, oui, elle est agitée plus fortement cette menace quand la Russie va mal sur le terrain, mais pour le coup, elle est agitée de façon assez régulière en fait. Et effectivement, on parlait des lois de programmation militaire de la Russie, on voit bien qu'il y a quand même un effort structurel de la Russie chaque année pour dépenser un certain nombre, je crois que c'est de l'ordre de 20 à 30% de son budget militaire dans ses forces nucléaires, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de fondamental, déjà en tant que puissance, mais c'est surtout parce que c'est probablement le dernier maillon, le dernier symbole de l'hyperpuissance russe/soviétique. Et donc effectivement, agiter ce discours nucléaire lors d'une parade militaire, c'est presque, je dirais, quelque chose d'évident, en fait, et qui n'est pas forcément lié à la situation sur le terrain en Ukraine, mais qui est plutôt lié à ce discours qu'une partie des Russes a besoin d'entendre pour se rassurer sur sa capacité à être une grande puissance. Se rassurer sur sa capacité à être une grande puissance dans un contexte où, vous allez le voir, le président finlandais, lui aussi, estime que le temps avance et que le temps des négociations est maintenant arrivé. Et il nous dit, nous arrivons à ce point où les négociations doivent commencer. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est surtout ce propos. L'Ukraine et Zelensky dans une position bien plus forte qu'il y a 2 mois. Nous ne sommes plus dans la situation de quasi-désespoir dans laquelle nous étions au printemps avec le blocage de l'aide américaine et les difficultés de l'Europe à livrer des équipements à Kiev. D'où la question que je vous posais encore une fois, est-ce qu'il agite cette menace ? Parce qu'en réalité, il sent véritablement la difficulté vraiment poindre à la fois sur le terrain et en mer Noire. Évidemment, ça ne fait aucun doute. L'armée russe et la marine russe est en échec sur ce plan-là. Mais voilà, quand on écoute Aurélien Duchesne, ce président finlandais, on se dit, les Ukrainiens sont bien plus musclés qu'ils ne l'étaient alors et ils arrivent en position de force si des négociations venaient à s'ouvrir. Oui, d'autant plus que quand vous regardez un discours qui est tout à fait vrai, où on dit la Russie a le temps pour elle, ne serait-ce que par exemple dans sa capacité à produire des munitions beaucoup plus que les Européens. De l'autre côté, vous voyez 2 choses. D'une part, l'économie russe commence à vraiment montrer des signes à la fois de surchauffe. Je n'entre pas dans le détail, mais ça veut dire qu'il y a un moment où l'économie de guerre devient moins soutenable. Et elle montre aussi de plus grandes difficultés à tenir dans la durée, à encaisser le choc des sanctions. Ça veut dire que ça, c'est un premier pilier de la capacité des Russes à tenir dans le temps qui commence à s'effriter. Je le dis, on a moi-même dit depuis 2 ans que l'on sous-estimait la capacité de la Russie à pallier ses pertes, à survivre aux sanctions, etc. Et la deuxième chose qui bouge côté russe, c'est que pour la première fois depuis le début de la guerre, vous avez des difficultés de recrutement de ce qu'on appelle des kontratniki, c'est-à-dire des volontaires pour l'armée russe. Et ces difficultés elles se constatent à 2 égards. D'une part, dans le nombre simplement de gens qui candidatent et qui sont ensuite retenus quand même pour entrer dans l'armée, et aussi tout simplement dans les fameuses républiques ethniques, des républiques comme Touva, etc., qui fournissaient de gros contingents à l'armée russe, parce que pour ces gens qui sont discriminés pour des raisons parfois racistes en Russie, l'armée était un vecteur d'ascension sociale. Eh bien, côté russe, effectivement, il y a 2 choses qui commencent à s'effriter dans leur capacité à tenir, à vaincre les Occidentaux dans la durée. Elsa Vidal, est-ce que si on retourne en fait cette idée-là, Vladimir Poutine, il a intérêt aussi, lui, que cette guerre se termine le plus rapidement possible ? C'est très difficile en ce qui concerne Vladimir Poutine à l'heure actuelle parce que, évidemment, il n'avait pas projeté de se retrouver dans cette situation-là quand la guerre a commencé. Aujourd'hui, il ne peut pas non plus se précipiter sur l'idée de négociation. Ce serait un aveu d'échec ou un aveu, en tout cas, d'impréparation et de la volonté qu'aurait tout l'establishment et tout le pays à se soustraire à cette situation créée justement par le Kremlin. Donc je pense que fondamentalement, oui,
la Russie, Vladimir Poutine et les dirigeants ont envisagé des solutions négociées. Toute la question va être de comment y arriver et de sauver la face si c'est possible, ou d'avoir préparé en interne ce mouvement. Ça veut dire envoyer à la population les bons messages et créer un consensus en interne autour de Vladimir Poutine, consensus parmi ceux qui comptent et qui font la politique de la Russie. Donc ça demande un peu de temps et il faut en plus donc se coordonner en externe. La difficulté, c'est que les Russes nous comprennent mal, nous les comprenons mal aussi. Donc c'est sur l'arrimage de ces volontés qu'il va être très difficile de trouver le bon moment et la bonne forme. Maintenant, si on parle du président finlandais, c'est Alexander Stubb. Ouais. Il ne peut pas du tout être soupçonné d'être pro-russe. C'est l'homme qui en 2008 avait mis tout le monde en alerte en disant les Russes sont très agressifs, attention. Donc je pense que s'il le fait, c'est sincèrement et probablement en coordination peut-être avec l'Ukraine pour faire entendre qu'il y a une ouverture à la question de la négociation et que cette négociation doit commencer sous de bons auspices.